Alors, Chère Céline, je vous ai demandé également de réfléchir à la littérature plus récente, les auteurs qui auraient pu vous interpeller ou vous toucher, la musique qui vous accompagne, sur laquelle vous dansez, qui vous émeut, sur laquelle vous pouvez écrire, et les films réalisateurs récents, moins récents, que vous souhaiteriez partager avec nous, c'est à vous. alors, je vais peut-être pour rester un peu sur la littérature. Alors, j'ai pensé à plusieurs choses. Là, vraiment, le livre que je suis en train de lire au moment où nous nous parlons, c'est un inédit de Julien Gracq qui s'appelle Nœud de vie, qui a été republié, enfin qui a été publié, pas republié, publié par les éditions Corti, et qui est une sorte de recueil de réflexion, de divagation de Julien Gracq, à la fois sur les écrivains de son époque, à la fois sur l'écriture, à la fois sur la lecture, à la fois sur les lieux, sur les déplacements. Et c'est comme ça, ce sont des fragments. Et j'avoue que c'est assez stimulant. Enfin, il faut aimer Julien Gracq, hein. Moi, j'aime beaucoup. J'aurais pu le mettre dans mon panthéon littéraire. Et voilà, et on retrouve Gracq, à la fois sa façon d'écrire, très poétique, merveilleusement ciselé, et en même temps un ton assez acerbe pour critiquer son époque déjà, tout ce qu'il critiquait. C'est intéressant d'ailleurs quand on le met en parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc ça s'appelle Nœud de vie de Julien Gracq. Il y a un livre que j'ai lu il y a quelques mois d'une écrivaine contemporaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle Camille Laurence, qui a publié un livre, son dernier livre, qui n'est pas forcément mon préféré, mais que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Fille, voilà, sur lequel elle j'allais dire brode, mais c'est pas broder, elle met en place toute une histoire autour de ce mot, comme elle fait parfois en prenant un mot et puis vraiment en creusant ses échos, sa signification, ses répercussions. C'est très enlevé. J'ai beaucoup ri. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui rit beaucoup quand il lit, mais j'ai beaucoup ri avec ce livre et je trouve qu'elle elle a vraiment réussi son pari avec ce roman. Un livre que j'ai lu juste avant Julien Gracq, c'est un livre de Robert Baubert qui s'appelle Par instant la vie n'est pas sûre, qui est vraiment comment dire, alors Baubert dit que c'est pas une lettre, mais moi je trouve que ça ressemble à une très longue lettre à Pierre Dumayet, à qui il s'adresse à la deuxième personne. Et il le dit lui-même, c'est un livre un peu bordel comme ça, il met les choses comme ça lui vient, et puis il y a des souvenirs, et il essaie il raconte certaines des aventures de tournage qu'il a eues avec Pierre Dumayet, et puis en même temps ça se met en écho avec sa propre histoire, ça se met en écho avec Georges Perec, avec d'autres écrivains. Il y a beaucoup d'ouvrages cités. J'aime bien les livres comme ça aussi, qui vous donnent des nouvelles, qui vous ouvrent des nouvelles pistes de lecture, des nouvelles portes. Et puis il est tellement émouvant, et puis je sais pas, il a une façon d'écrire qui est là aussi, qui respire la vérité de façon très différente de Rilke, hein, mais vraiment ça m'a beaucoup ému ce livre. Je sais pas, et puis il vous raconte des choses que dans sa bibliothèque, il met des post-it avec des citations. Le personnage est très très émouvant. Ouais, il est très émouvant, vraiment merveilleux. Un livre que j'ai lu, j'ai lu très récemment, mais qui n'est pas du tout une actualité littéraire, mais j'ai envie de vous en parler. C'est un livre qui s'appelle La femme au lien, qui a été écrit par un écrivain italien qui est encore vivant, mais qui n'est pas tout jeune, qui s'appelle Ferdinando Camon, qui a écrit son livre le plus connu en France, ça s'appelait La maladie humaine. Et Camon, il était aussi psychanalyste, donc il a écrit un certain nombre de romans. Il était aussi journaliste, il a écrit un certain nombre de romans donc, qui mettent en scène la psychanalyse. Mais La maladie humaine, c'est top si vous n'avez pas lu. Et donc j'ai découvert, parce que parfois je vais chercher des livres d'auteurs, il est plus publié, La femme au lien, il faut aller l'acheter d'occasion, dans lequel, j'avais jamais vu ça, Camon met en scène la psychanalyse d'une femme. Et tout le roman est le récit de la psychanalyse de cette femme. Donc il a publié ça, je pense, dans les années 80. Et c'est tellement juste, c'est tellement
alors avec des biais d'époque, évidemment, il y a certaines choses, c'est une femme de son époque, hein, c'est pas une femme de 2021, mais vraiment très très fort sur ce qu'il arrive à saisir des dilemmes à la fois psychiques et sociaux et de cette femme. Merveilleux. Céline Curiel nous en parlait de cinéma et de musique maintenant. Qu'avez-vous choisi pour nous? Alors, là aussi, très très difficile ce choix, je dois dire, parce que bon, s'il y a bien une autre chose que j'ai fait, mis à part lire des films, lire des livres, c'est regarder des films. Donc j'ai fait une petite sélection. Alors ça va arriver dans un ordre peut-être un peu bizarre, pas tout à fait chronologique, mais c'est pas grave. On va commencer par Georges Cukor. Notamment un film de Georges Cukor, qui en français s'appelle Indiscrétion, et que j'adore parce que il figure un de peut-être mon trio préféré d'acteurs, donc Katharine Hepburn, Cary Grant et James Stewart. Et ah non, vraiment, il faut voir ce film. Je veux pas le raconter, mais vraiment ces trois-là, ils font un trio absolument merveilleux et irrésistible, vraiment. Et même en préparant ma liste, j'ai re-regardé, j'ai pas pu résister, j'ai re-regardé un extrait du film, et où il y a une scène où James Stewart joue le type ivre en face de Cary Grant, et je me disais, c'était vraiment merveilleux la façon dont il jouait du silence. C'est une scène dans laquelle il n'y a pas de musique, et ces deux acteurs jouent du silence d'une façon tellement évocatrice, et vous avez envie de vous marrer alors que ni l'un ni l'autre ne parle, et juste ils laissent comme ça. Et je me disais, il n'y a plus ça dans le cinéma aujourd'hui, il n'y a plus des moments comme ça où on prend le temps de laisser infuser les choses. Voilà. Parce qu'il y a le silence, mais il y a beaucoup de dialogue aussi dans le cinéma de cette époque-là, qui est vraiment, encore une fois, irrésistible. Oui, et gracieux, et celui-ci en particulier, c'est vraiment un très très... Oui, il y a bien sûr, il y a les dialogues, mais il y a aussi une façon de prendre le temps de les dire, de s'arrêter, oui, absolument. Je sais pas, voilà, un tempo qui est très différent de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Bon, ensuite, celui-ci, je pouvais quand même ne pas le citer, c'est Jean Renoir, quand même. La bête humaine, La grande illusion, La règle du jeu. Voilà, comment ne pas aimer ces films, comment ne pas... Quel talent. Alors ensuite, deux réalisateurs qui, pour moi, ont été importants, c'est Alain Resnais et Jacques Demy. Jacques Demy plutôt pour justement le foisonnement, cette créativité joyeuse, c'est quand même... Je connais pas beaucoup de réalisateurs français qui ont réussi à faire des comédies musicales qui ne soient pas complètement... Alors, comédie musicale, oui, sauf que là, il y a quelques jours, j'ai vu un film que je n'avais jamais vu, qui s'appelle Belle et les anges, avec Jeanne Moreau. Oui, bien sûr. C'est une merveille. Elle est totalement splendide, solaire. Bien sûr. C'est incroyable. Non, il n'a pas fait que des... Quel film incroyable. Ouais, incroyable. On a encore la saveur et des jours après. Non, c'est vrai. Il n'y a pas que les comédies musicales, mais il y a aussi les comédies musicales. Alain Resnais, donc c'est difficile de donner un film en particulier, mais je crois que j'ai à peu près, peut-être un peu moins les derniers, mais sur le reste, je pense que j'ai tout. Puis cette famille d'acteurs qui s'est choisie, c'est quand même extraordinaire. Tout à fait. Très bien. Jacques Tati. Les vacances de Monsieur Hulot, quand même, on ne pouvait pas ne pas... Oui, je sais pas, c'est des gens... Enfin, je sais pas, j'imagine quelqu'un qui se prenait pas au sérieux, et moi j'aime bien les gens qui se prennent pas au sérieux, et voilà, donc Jacques Tati. Plus récent, les frères Cohen. Il y en a un qui est important pour vous, je crois. Ah, le Barton Fink. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il est important pour vous? Il est important pour moi. Alors, il s'agit donc de Barton Fink. C'est un Barton Fink, c'est un film des frères Cohen qui est sorti au début des années 90. Il est important parce que le personnage principal est un scénariste qui est en panne d'écriture et qui se retrouve dans une petite chambre d'hôtel à Hollywood, parfaitement incapable de produire quoi que ce soit. Et
je pense que dans mon imaginaire, quand j'ai vu ce film et ensuite, ça a vraiment résonné comme étant la difficulté, enfin, comme se moquant et en même temps montrant la difficulté qu'on peut avoir quand on écrit à produire quelque chose et surtout à prendre au sérieux ce qu'on est en train d'écrire. C'est-à-dire, il y a des scènes merveilleuses où on voit, il tape une phrase et puis on relit la phrase et c'est complètement insipide et inintéressant. Et c'est tellement un sentiment contre lequel il faut se battre quand on écrit, c'est-à-dire, en fait, ce machin, est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on s'en fout pas? Et que vraiment, quand je vois. Et puis Turturro, il a une façon de jouer ce rôle tout en sueur, totalement angoissé, totalement. Excusez-moi, mais cette tronche, la tronche de Turturro, il n'y a pas d'autre mot. On dirait des groupies qui a rencontré Calimero et cette espèce de personnage insensé. Insensé. Et voilà, je me suis beaucoup identifiée à John Turturro, si je puis dire. Et puis non, mais puis Fargo, c'est merveilleux. Enfin, je sais pas, leur style à la fois. Il y a vraiment un style, une façon de filmer, une façon d'utiliser les sons dans leurs films, la bande sonore, la musique, qui est merveilleuse. Michel Gondry. Alors, peut-être le film qui m'a le plus marqué de lui, c'était un film, donc il y a un titre en anglais. J'ai pas trouvé la traduction, je sais pas la traduction, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je sais pas je crois qu'ils ont gardé ce titre-là. Ils ont gardé en français. Et alors là, le côté un peu... puis il y a ce film Be Kind, Rewind, je ne sais pas comment c'est traduit en français. Il y a celui sur les rêves, j'ai oublié le titre, m'échappe. Une liberté de... Celui sur Boris Vian, sur l'écume des jours, l'adaptation de l'écume des jours. Ça, c'est pas du tout sur Boris Vian, c'est l'adaptation de l'écume des jours. Et... oui, il y a tout cet univers onirique que j'aime beaucoup, cette façon vraiment de s'autoriser à utiliser l'imaginaire, peut-être de façon un peu, pas naïve, mais oui si, mais qui fonctionne très bien avec ce qu'il essaie de faire. Enfin, ce qu'il fait d'ailleurs. Chris Marker, parce que voilà, un réalisateur absolument politique et d'une très grande originalité, et qui à travers ses films a quand même essayé de montrer, enfin de dénoncer un certain nombre de menaces, qui s'est passionné pour aussi ce qu'étaient les mouvements révolutionnaires à travers l'histoire, ce qui les faisait naître, les alimentaient. Son film Le fond de l'air est rouge, hein, qui est vraiment sur une espèce de panorama dans le monde de différentes périodes révolutionnaires. La Jetée, qui est un film sur la bombe atomique aussi, qui est merveilleux. Ouais, voilà. Et puis, plus récent encore que Chris Marker, même pas tellement, un réalisateur franco-italien qui s'appelle Xavier Giannoli, que j'aime beaucoup, qui a fait, moi, 2 films que j'ai trouvé merveilleux, qui n'ont pas été, je trouve pas si tellement marché, mais un qui s'appelle À l'origine, qui est sur un homme qui a perdu son travail, mais qui décide quand même, qui travaille dans les travaux publics et qui décide quand même de construire la route qu'il était censé construire, mais tout seul, enfin, qui est dans un espèce de très beau film. Un autre film qui s'appelle Superstar, sur un homme qui devient célèbre du jour au lendemain et qui ne sait absolument pas pourquoi il est célèbre. Je trouve qu'il a toujours... Il a fait un film qui s'appelle Marguerite, sur une cantatrice qui chante faux. Il a très faux. Oui, absolument. Et il a toujours justement des personnages principaux qui sont extrêmement frappants par leurs contradictions ou dans des situations assez improbables. Fragiles et courageux, tout à la fois. Ouais, j'aime vraiment beaucoup voilà, ce qu'il fait. Et puis 3 plus récents, des femmes, parce que je me suis dit, encore une fois, les femmes, même si évidemment, enfin non, pas évidemment, mais il y a malheureusement moins de réalisatrices femmes qui me venaient à l'esprit comme ça. Il y a une nouvelle, enfin elle n'est pas nouvelle, Céline Sciamma, dont j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les films, je trouve qu'elle est extrêmement douée, et Portrait de la jeune fille en feu, il y avait eu Tomboy, il y avait avant ça
C'est très intelligent, très finement mené, très poétique, enfin, super. Jane Campion, quand même, qui est un peu incontournable. Et puis, une réalisatrice américaine, alors, pas très différente de Jane Campion, mais Catherine Bigelow. Très engagée, très politique, sacrée bonne femme. Ouais, sacrée bonne femme, je suis d'accord. Et qui a fait donc Zero Dark Thirty, qui était le film sur l'assassinat de Bin Laden, et qui a le titre est en train de m'échapper juste avant, qui est une des rares femmes, je pense, à avoir fait des films sur la guerre et sur l'armée, la violence militaire. Et ça, c'est vraiment ouais, très impressionnant. Très impressionnant. Voilà. Merci beaucoup. Mais je